Au sommaire de cette édition du 6 septembre, je vous l'avais dit, nous allons parler de sport, du sport paralympique. Florence Siro-Gossio est engagée en tennis de table fauteuil avec le club de tennis de table d'Elancourt. Son entraîneur, lui, est déjà revenu de Londres. Vous êtes revenu il y a quelques jours, il y a 2 jours. Merci d'être déjà avec nous sur le plateau. Dites-nous comment ça se passe sur place pour elle. Là-bas, elle est encore là-bas, il y a encore des épreuves. Tout à fait, donc il y avait les épreuves en individuel. Et maintenant, il y a les épreuves par équipe. Donc elle est toujours au village olympique, toujours à Londres. Les épreuves par équipe ont débuté aujourd'hui. Et ensuite, ça va aller jusqu'au 8. Et à partir du 9, ça sera la cérémonie de clôture. Quel bilan alors sur ces épreuves individuelles déjà qui ont eu lieu? Plutôt positif. Donc elle gagne son premier match sur une Irlandaise qui est numéro 11 mondial. Florence actuellement est numéro 7. Ensuite, elle est arrivée donc en quart de finale. Et donc elle a joué sur une Italienne qui est classée numéro 2 mondiale. Donc là tout de suite c'est plus compliqué, mais elle a réussi à accrocher, à aller jusqu'à la belle. C'est la première fois qu'elle le fait de toute sa carrière. Donc non, c'est une belle compétition. C'était pas forcément évident pour elle. Donc c'est bien. Et puis on va essayer maintenant d'aller voir au Brésil. On vient de la voir justement sur des images à l'entraînement. Nous l'avions suivi il y a quelques années justement. Est-ce que son niveau a progressé? Comment elle s'est développée? Les images qu'on a vues, c'était lors d'un entraînement, c'était en 2008. Oui, alors depuis 2008, il y a eu une bonne évolution. Tout d'abord, elle a fait médaille de bronze au championnat d'Europe, donc en 2011. Donc c'est sa première médaille sur une compétition importante au niveau du tennis de table. Donc non, ça progresse, ça évolue. C'est sûr qu'une petite médaille à Londres aurait été... Est-ce qu'elle a sa chance? Objectivement, vous êtes son entraîneur, vous avez vu évoluer les autres joueuses? C'était vraiment possible quand on voit qu'elle perd à la belle 3-7-2 sur la numéro 2 mondiale. C'était vraiment possible. C'était une médaille, un podium aurait vraiment pu être envisageable. Alors vous étiez sur Londres, est-ce qu'il y a un engouement véritablement autour des Jeux paralympiques? Comment ça se passe justement aussi pour les athlètes? Est-ce qu'il y a du monde dans les tribunes? On parle des Jeux les plus, en tout cas, qui ont attiré le plus de monde, hein, plus de 2,5 millions de billets vendus, alors que c'était 1,8 million il y a... Voilà, donc c'était vraiment très impressionnant. C'est que même pour les Jeux paralympiques, c'était vraiment complet. C'était vraiment complet, donc c'est vraiment bien. On sent que le handisport se développe de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de bénévoles et de personnes qui ont envie d'aider dans ce secteur-là. Donc c'est vraiment bien que sur les Jeux, sur une compétition comme ça, on se rende compte que ça soit fermé, quoi. C'était vraiment plein à craquer, donc c'était vraiment sympa. Est-ce qu'il y a un décalage avec ce qui se passe en France alors? Parce qu'en France, on ne sent pas cet engouement. Voilà, on va parler de la médiatisation aussi, par exemple. Voilà, par exemple, sur la médiatisation, c'est vrai que sur le peu de temps où je suis resté à Londres, tous les jours, dans tous les journaux, il y avait 3-4 pages sur les Jeux paralympiques. Bon, il restait énormément sur les Anglais, bien évidemment, mais il y avait vraiment une grosse médiatisation dessus, que ce soit les journaux, tous les jours à la télé, on entendait parler. Donc non, il y a vraiment un développement qui a été fait là-dessus, et je pense encore plus grâce à l'organisation des Jeux, mais on sent qu'il y a quand même des choses qui ont été faites là-bas. Jean-Philippe Mallet, c'est pas le rôle du service public. France Télévisions, par exemple, ne devrait pas diffuser plus ces Jeux paralympiques. C'était pas du tout prévu. Il y a eu un effort. C'est comme ça que ça a été présenté par les dirigeants de la chaîne, avec finalement un magazine tous les soirs d'une 50aine de minutes. Au départ, il y avait une couverture encore plus petite qui était prévue sur l'événement. C'est vrai, je partage votre questionnement, mais en la matière comme en d'autres, je pense que le service public de la télévision doit faire des efforts de qualité, d'exigence. Et effectivement, ce qui compte, c'est la performance. Et on voit qu'il y a un dépassement de soi chez ces athlètes. Tout ça fait partie des discussions aussi au sein du gouvernement. Oh oui, bien sûr. Sur le financement de France Télé. Il y a un problème de qualité. Bien sûr, vous avez raison, un problème de qualité du service public télé qu'il faut réhabiliter. Les dossiers sont chargés, vous allez, j'imagine, suivre tout ça. En tout cas, nous sommes allés demander aux Saint-Quentinois s'ils suivaient ces Jeux paralympiques, même s'ils sont assez peu médiatisés. Est-ce qu'ils suivent un petit peu les performances des athlètes? Alors non, parce que c'est trop tard le soir, mais je regarde les flashs dans la journée. Oui, mais il n'y en a pas assez. Et pourquoi? Parce que je suis moi-même handicapée. Et c'est vrai que je trouve qu'ils font des prouesses, des choses extraordinaires. Alors non, je ne les suis pas et c'est très dommage parce qu'en fait, ils sont pas retransmis ou très tard. Donc du coup, on ne les voit pas et c'est assez dramatique parce qu'on a mis vachement en avant les gens non handicapés et
Et là, on ne les voit pas et il faudrait aussi les mettre beaucoup plus tôt. Oui, alors oui, parce qu'il n'y a pas de raison que les gens qui soient handicapés n'aient pas la même attention du public en fait que les gens qui sont valides. Un petit peu. Parce que j'ai une personne que je connais qui les a déjà fait personnellement et qui a été suite à un accident. J'ai regardé un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas diffusé sur beaucoup de chaînes, donc c'est pas facile. Oui, je les suis parce que je trouve que ces jeunes, oui, ce sont des jeunes, font un effort extraordinaire. Ils nous montrent, ils sont un modèle pour nous, grâce à l'effort qu'ils font. Voilà. Il y a une véritable attente. Les gens ont envie que ce soit médiatisé, ils ont envie de suivre, et même si c'est assez peu médiatisé, finalement, ils suivent. Il y a Internet aussi pour regarder un petit peu tout ça. Combien d'athlètes qui sont en situation de handicap sont suivis par le club de tennis de table d'Élancourt? Florence, c'est la seule? Alors, on a créé donc une section handisport dans le club en 2011. Florence s'entraînait déjà depuis 2010, mais on a vraiment lancé l'affiliation à la Fédération française handisport en 2011. Donc ça a commencé avec Florence et puis à force de travail, puis le milieu déjà le milieu du tennis de table c'est assez petit, encore plus dans le milieu du handisport, donc du coup tout le monde se connaît et donc c'est vrai que ça a fait un peu entre guillemets un peu de publicité, donc du coup il y a d'autres personnes qui ont voulu venir sur le club d'Élancourt pour savoir comment ça se passe, il y a des entraînements spécifiques en handisport et donc oui là ça évolue, maintenant on passe à... Et vous avez tout le matériel nécessaire pour pouvoir s'inscrire justement? Tout à fait, donc il y a le matériel. Moi après je joue, Florence est tétraplégique et en fauteuil roulant. Moi quand je m'entraîne avec elle, je joue en fauteuil roulant. Pour être dans les mêmes conditions. Qui appartient au club. Le club a investi. Tout à fait. Donc il y a divers matériels pédagogiques. Donc ça évolue. C'est pas évident, ça prend du temps, mais ça évolue petit à petit, et donc c'est vraiment intéressant. On voit qu'il y a vraiment un engouement, qu'ils ont une vraie volonté de se dépasser, et donc ça c'est vraiment enrichissant, que ça soit même pour moi en tant que cadre technique, c'est vraiment enrichissant. Une dernière question concernant Florence Sirot, justement, est-ce qu'elle pense déjà aux prochaines Olympiades? Tout à fait, elle m'a fait une confidence justement pendant les Jeux où elle n'était pas forcément sûre de vouloir continuer ou d'avoir la motivation. Et effectivement, avec ce qu'elle a fait là pendant les Jeux, ça a été une libération. Et donc on va. Elle se dit qu'elle peut décrocher cette médaille. Voilà, si c'est pas là, ce sera exactement, dans les prochaines Olympiades. Donc, essayer de continuer l'aventure jusqu'à Rio. Merci d'être passé sur ce plateau, commenter un petit peu les performances de Florence Sirot-Gossiou. On va quitter le plateau quelques instants. Yveline Tourisme a lancé ce mardi soir depuis le Petit Trianon à Versailles l'opération Parole de jardinier du 8 au 30 septembre. 46 sites y participent. Invité d'honneur Gonzague Saint-Brie, écrivain, journaliste, historien. Et Catherine Zulato l'a rencontré et lui a demandé quel était le jardin de ses rêves. Alors le jardin de mes rêves, c'est celui qui est au bout du jardin. Parce que le principe du jardin romantique, c'est que tout vous permet d'accéder par les yeux à un endroit plus loin où est le bonheur. Et c'est ça le jardin romantique, c'est que le bonheur est toujours un peu plus loin. Mais j'aime aussi beaucoup celui qu'on appelait le bonhomme le nôtre. Parce que c'était un être qui en fait réglait des problèmes en faisant des miracles. C'est-à-dire que Versailles, c'est des marais. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces marais? Et le nôtre dit, on va faire un canal. Les Tuileries, c'est un château dans Paris. Et que faire pour donner un sens aux Tuileries? Eh bien, on va inventer une avenue qui s'appelle les Champs-Élysées. Elle est longue, cette avenue, parce qu'elle part de la place, autrefois royale, la place de la Concorde, et elle va au-delà de la Défense pour s'arrêter à la Croix de Noailles dans la forêt de Saint-Germain. Donc le nôtre, c'est le type à qui on dit il y a un truc, qu'est-ce qu'on va faire? Il trouve toujours la solution.